Madame Lévy-Guillon, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci, aux organisatrices d'avoir pensé et rendu possible cet événement, plus qu'indispensable pour poursuivre le travail d'éveil des consciences sur la question des violences sexistes et sexuelles, chez les étudiantes et les étudiants merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour intervenir, dans le cadre de ce webinaire. Je suis ravie de partager avec vous mes analyses sur la question du consentement sexuel et de la charge mentale. Je vais essayer, de rendre compte, de mon analyse de la manière la plus claire possible dans une communication que, j'ai proposé d'intituler «Le poids du consentement dans les relations hétérosexuelles étudiantes, réguler la sexualité masculine, imposer une charge mentale féminine». Alors pour commencer, je vais peut-être rapidement me présenter pour que vous sachiez exactement d'où je parle et que vous receviez mon propos en connaissance de cause. D'ailleurs, j'en profite pour le dire maintenant parce qu'après ce sera un peu un monologue, mais surtout n'hésitez pas à réagir à la fin pendant la discussion si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez que je revienne sur un point précis ou si vous avez tout simplement une suggestion à faire. Alors, moi, je suis actuellement doctorante à l'INED, qui est l'Institut national, des études démographiques et à l'OSC, qui est l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po et je travaille sur les appropriations ordinaires de la catégorie du consentement sexuel. C'est-à-dire que je regarde comment ces appropriations de la catégorie du consentement sexuel varient en fonction de la position des individus dans l'espace social. J'ai commencé ma thèse en septembre cette année, mais avant ça, j'ai fait un master de recherche en sociologie au cours duquel j'ai écrit un mémoire qui portait déjà sur le consentement sexuel, mais qui se focalisait sur le consentement sexuel chez les étudiantes et les étudiants. Et ma présentation d'aujourd'hui, s'appuie sur les résultats, de ce mémoire. Donc, je vous parle en tant qu'apprentie chercheuse en sociologie, ce qui veut dire que mon travail est marqué par l'un des principes clés de cette discipline, c'est-à-dire par la neutralité. Donc, dans la suite, il ne s'agira pas de prendre position, de dénoncer ou de condamner. Je vois plutôt ma recherche comme l'occasion d'offrir des outils, une grille de lecture pour comprendre le phénomène du consentement, pour que d'autres ensuite, plus compétentes que moi, puissent porter des projets politiques, proposer des mesures visant à lutter contre les violences, bouleverser les rapports sociaux à l'œuvre et fournir des ressources d'empowerment aux personnes qui occupent des positions défavorables dans les rapports de pouvoir. Donc c'est pour ça que, le travail réalisé par l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et le mien, m'apparaissent vraiment comme complémentaires et comme pouvant s'enrichir, mutuellement. Alors, je pense que c'est intéressant que je revienne sur les raisons qui m'ont poussée à travailler sur ce sujet, parce que c'est déjà tout à fait révélateur, à mon sens, de la tension que charrie le consentement sexuel et ça laisse déjà présager, de certains résultats que je vais, par la suite, vous présenter. Alors, l'idée de travailler sur le consentement sexuel date d'un stage de recherche que j'ai eu l'opportunité de faire au printemps 2018, donc juste après MeToo, et qui portait sur le déroulement des rencontres amoureuses et sexuelles des étudiantes et des étudiants via les applications de rencontres comme Tinder, Bumble, OkCupid, etc. J'avais été alors, amenée à conduire des entretiens auprès des utilisatrices et des utilisateurs de ces applications et ces entretiens m'avaient confrontée à un paradoxe. D'un côté, les enquêtés envisageaient le consentement comme la condition sine qua non de tout accès à la sexualité et considéraient sa promotion, comme un outil efficace pour lutter contre les violences sexuelles. Donc, le consentement était pensé comme une incarnation du principe égalitaire dans la sexualité, qui permettait d'équilibrer les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Mais d'un autre côté, les enquêtés faisaient uniquement référence au consentement sexuel féminin, considérant que celui des hommes allait de soi. Donc, le consentement apparaissait comme une catégorie genrée, c'est-à-dire aux hommes de chercher à obtenir le consentement de leur partenaire et aux femmes de donner le leur. Face à ce constat, il m'a semblé que le consentement fonctionnait comme un miroir grossissant des tensions qui existent entre des pratiques et des représentations sexuelles
tout à la fois égalitaires, c'est-à-dire qui se traduisent par l'idée que les femmes sont égales aux hommes et qu'elles ne doivent pas être considérées comme des objets, et d'autre part, des pratiques et des représentations différentialistes qui se traduisent par l'idée que la sexualité des femmes et la sexualité des hommes, c'est quand même pas la même chose. J'en ai déduit que c'était une bonne entrée pour questionner les inégalités de genre dans la sexualité, et c'est comme ça que je me suis lancée sur ce sujet. L'un des éléments qui m'a surprise lorsque j'ai commencé mes recherches bibliographiques. Alors, petite parenthèse, les recherches bibliographiques, c'est un peu la première étape d'un travail de recherche, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a déjà été fait pour éviter de refaire la même chose, et aussi parce que les conclusions, auxquelles les travaux, ont déjà abouti peuvent être très inspirantes pour ses propres recherches et donc aider à la compréhension du sujet, en faisant gagner beaucoup de temps. Donc bref, je referme la parenthèse et donc je disais que l'un des éléments qui m'a surprise, quand j'ai commencé ce travail bibliographique, c'est que bien que le consentement soit situé au cœur des débats féministes récents et bien qu'il fasse l'objet de nombreuses mobilisations, il demeure, peu investi empiriquement. C'est-à-dire que les recherches, françaises qui existent sur le sujet sont rares et lorsqu'elles existent, elles s'intéressent davantage aux violences sexuelles et donc investiguent l'absence de consentement plutôt que le consentement en lui-même. Dans le monde anglo-saxon, il existe des travaux, mais ceux-ci se sont intéressés à la question en partant d'une définition a priori du consentement, c'est-à-dire en postulant que le consentement est une forme d'accord essentiellement donnée par les femmes pour participer à une activité sexuelle. Et à partir de cette définition préalable, les auteurs et les autrices posent ensuite plusieurs types de questions. Mais donc, le consentement n'est pas institué en objet de recherche propre, mais sert plutôt à investiguer des sujets connexes. Donc, l'objectif de mon mémoire était différent. Plutôt que de partir d'une définition a priori du consentement, j'ai cherché au contraire à interroger la catégorie, notamment en examinant comment les étudiantes et les étudiants se l'approprient. Autrement dit, j'ai cherché à repérer ces formes d'existence dans les discours et dans les pratiques pour interroger les logiques sociales qui organisent l'hétérosexualité contemporaine. Cet objectif m'a amené à suivre plusieurs pistes et je ne peux évidemment pas revenir sur l'ensemble des résultats du mémoire dans le cadre de cette communication. Ce serait une course contre la montre pour moi et puis ce serait très assommant pour vous. Je vais donc concentrer mon propos sur la question de la charge mentale associée au consentement, qui est d'ailleurs une demande explicite de la part de l'Observatoire. Je vais donc essayer de vous montrer comment la diffusion du consentement entendu comme principe régulateur de la sexualité, dont l'objectif initial était d'éviter l'occurrence de violences, s'accompagne d'effets plus ambivalents, notamment parce qu'elle semble contribuer à constituer une nouvelle charge mentale pour les femmes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, mon introduction est un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire. J'aimerais dire deux mots des données sur lesquelles je me suis ici appuyée et de la méthode que j'ai utilisée pour les collecter. Donc, les résultats que je vais vous présenter ont été obtenus à partir de l'analyse de 42 entretiens semi-directifs conduits auprès d'étudiantes et d'étudiants, inscrites et inscrits dans des universités situées en Île-de-France, et ces étudiantes et ces étudiants étant âgés de 18 à 24 ans. Comme mon sujet portait sur le consentement dans les relations hétérosexuelles, il fallait, pour participer à l'enquête, que ces étudiantes et ces étudiants aient déjà eu au moins une relation sexuelle avec une personne qui n'est pas du même sexe. Plus précisément, mon corpus est donc composé de 21 entretiens menés auprès de femmes qui ont au moins eu une relation hétérosexuelle et de 21 entretiens menés auprès d'hommes qui remplissent aussi ce critère. Parmi elles et eux, 15 sont issus de familles appartenant aux classes supérieures, 12 aux classes moyennes et 15 aux classes populaires. Maintenant que vous connaissez la composition de mon échantillon, je vous explique brièvement comment j'ai réalisé ces entretiens pour que vous compreniez mieux sur quel type de discours je vais ensuite fonder mes analyses et que vous puissiez donc les critiquer en connaissance de cause. Comme l'un des partis pris du mémoire consistait à entrer sur le terrain sans hypothèse et sans définition préalable, les entretiens avaient pour but de saisir les formes prises par le consentement, non seulement dans les discours, mais aussi dans les pratiques. Il fallait donc éviter que les interviewés soient influencés par mon sujet et relisent un peu artificiellement leur expérience à l'aune du consentement. C'est pour cette raison
que j'ai décidé de ne pas leur dévoiler l'intitulé exact de l'enquête, mais que je l'ai présentée de manière globale comme une étude portant sur les expériences amoureuses et sexuelles. Les entretiens étaient ensuite composés de deux parties. Je commençais par aborder les pratiques afin d'éviter de recueillir des récits d'expériences sexuelles déformés par les représentations normatives de la sexualité. Donc, le guide d'entretien commençait par une phase biographique, invitant à reconstituer le parcours sexuel des enquêtés, puis revenait en détail sur certaines de leurs expériences. Je cherchais alors à obtenir des descriptions particulièrement fines des expériences sexuelles vécues. Et pour mettre à l'aise les enquêtés, je progressais des dimensions les moins sensibles vers les aspects les plus intimes et les plus secrets. La deuxième partie portait ensuite sur les représentations de la sexualité, sur les représentations du consentement et sur les positions défendues vis-à-vis du féminisme. Les entretiens étaient enregistrés et ont duré entre 1h15 et 3h30, avec une durée moyenne légèrement supérieure à 2 heures. Je les ai par la suite intégralement retranscrits pour être en mesure de les analyser. Et donc, au cours de cette présentation, il arrivera que je cite des extraits d'entretien pour étayer mon propos. Les prénoms ont bien sûr été anonymisés, donc quand je désignerai les enquêtés, ce sera à l'aide de pseudonymes choisis pour leur proximité sociale avec le prénom initial. Bon, maintenant, je pense que vous avez toutes les informations nécessaires et je vais pouvoir passer à la restitution des résultats. Juste un dernier petit avertissement. Dans la suite, je vais insister sur la dimension genrée en montrant à chaque fois comment les mécanismes à l'œuvre se déclinent différemment pour les femmes et pour les hommes. Mais ça ne veut pas dire que d'autres variables, telles que la classe sociale, la religion, l'âge, n'interviennent pas. Seulement, par souci de clarté et pour une question de temps, je privilégierai l'analyse au prisme du genre. Bon, ceci étant dit, je vais maintenant procéder en 3 temps. J'ai essayé de faire simple. Si je vous perds un moment au fil de mon argumentation, souvenez-vous que mon plan peut se résumer en 3 mots. Un constat, 2 facteurs explicatifs, un effet. Je m'explique. Je vais d'abord montrer qu'au niveau individuel, la question du consentement est genrée, c'est-à-dire qu'elle se pose différemment pour les hommes et pour les femmes. Les hommes peuvent être amenés à se questionner sur la valeur du consentement d'une partenaire lors d'une expérience sexuelle passée, ou peuvent être amenés à se demander en situation si leur partenaire consent, tandis que les femmes ont plutôt tendance à se préoccuper de leur propre consentement et à s'interroger sur sa valeur. Donc ça, c'est le constat. Dans un deuxième temps, je vais centrer mon analyse sur les femmes et identifier certains mécanismes qui contribuent à expliquer pourquoi celles-ci en viennent à se poser la question et se posent la question de leur propre consentement. Donc, ce sont les facteurs explicatifs. Et enfin, je finirai par donner à voir quelles conséquences cette question a sur les femmes en général et au moment d'accéder à la sexualité en particulier. Et donc, ça, c'est l'effet. Maintenant, c'est bon, c'est parti. Je vais maintenant commencer par vous montrer que la question du consentement est genrée. Alors, je propose de partir d'un constat. Le consentement est omniprésent dans l'espace public car une pluralité d'acteurs sociaux et d'actrices sociales s'en empare pour pointer du doigt les attitudes masculines dans la sexualité. Le consentement est alors utilisé comme un outil pour dénoncer des comportements jugés à la fois égoïstes et insuffisamment tournés vers autrui, donc autrement dit sexistes, qui ne tiennent pas compte des désirs de la partenaire. Autrement dit, il sert de langage pour formuler des revendications marquées par un idéal égalitaire, et en particulier pour exprimer l'idée que les femmes ne doivent pas seulement être envisagées comme des objets de désir, mais doivent aussi être considérées comme des sujets de désir. Pour vous convaincre que ce constat est fondé empiriquement, je peux peut-être vous donner quelques illustrations de cette omniprésence. On remarque par exemple que les slogans forgés à partir de ou autour de la notion du consentement sont nombreux, très souvent renouvelés et mobilisés dans des sphères sociales très diverses. Ils sont parfois importés des États-Unis sans même être traduits. Donc on peut citer comme ça en vrac « consent is sexy »,« this is not consent »,« non c'est non »,« j'ai pas dit oui »,« tu m'aimes, tu me respectes », etc. Ces slogans sont à la fois pensés comme un levier de sensibilisation par les militantes et les militants féministes, comme une ressource institutionnelle de prévention et comme un outil pédagogique permettant d'éduquer à ce qui est la bonne sexualité.
Mais ces productions discursives autour du consentement ne se limitent pas à ces brèves formules mémoralisables. Journalistes, romanciers et romancières, documentaristes, cinéastes et autres artistes se saisissent aussi du sujet et y consacrent une part grandissante de leur œuvre. Pour les podcasts, on peut par exemple citer tout de suite les grands mots sur transmission, 9 ans après les faits, j'ai réalisé que c'était pas ma faute des pieds sur terre, ou encore l'épisode Sexe sans consentement, des couilles sur la table. Pour les documentaires, on peut penser à Sexe sans consentement de Delphine Dee, Sans frapper d'Alex Poukine. Et puis, en ce qui concerne les romans, on pense directement à celui de Vanessa Springora, qui en a fait le titre de son roman autobiographique. Donc voici quelques exemples, mais il en existerait encore de nombreux autres. Ce que l'on peut conclure, c'est que la diffusion relativement récente de cette rhétorique traduit une politisation du consentement sexuel qui s'inscrit dans un mouvement plus général d'une politisation des questions sexuelles, c'est-à-dire des questions qui touchent à la fois à la question des rapports entre les femmes et les hommes et à des questions qui touchent à la sexualité. Donc, dans ce contexte de politisation des questions sexuelles, on va étudier leur appropriation par les étudiantes et par les étudiants. Les étudiantes et les étudiants sont en effet fréquemment, si ce n'est quotidiennement, confrontés à toutes ces productions discursives autour du consentement. Ils et elles finissent alors souvent par intérioriser l'idée que le consentement est un prérequis indispensable pour accéder à la sexualité. D'une certaine manière, on peut dire que le consentement lègue des schèmes de pensée et impose des cadres de représentation, même si le terme imposer est un peu fort. Mais il apparaît que ce sont essentiellement les femmes qui recyclent le consentement en catégories de perception. Elles en font alors un outil cognitif qu'elles manipulent de manière réflexive et rétrospective, c'est-à-dire a posteriori de leur rapport sexuel, afin de qualifier et de classifier leur expérience. Donc, autrement dit, le consentement est utilisé par les femmes comme un outil de démarcation traçant des frontières entre plusieurs types d'expériences, donc notamment entre les expériences qui sont considérées comme étant ordinaires, celles qui sont perçues comme étant des violences, en gros le partenaire a forcé, et celles qui sont vécues comme ambivalentes, dans lesquelles les femmes ont le sentiment que ce sont elles-mêmes qui ont cédé. C'est ce que la littérature et ce que les militantes féministes et ce qui s'est d'ailleurs développé dans la société appellent les zones grises. Donc, en catégorisant a posteriori leurs relations sexuelles, les femmes sont alors amenées à se poser la question de leur consentement et de sa valeur. Ont-elles consenti? Et si oui, leur consentement était-il authentique? Ou bien ont-elles cédé? Il est vrai que la question du consentement se pose aussi parfois pour certains étudiants, mais dans des termes un peu différents. Certains enquêtés ont en effet fait part de leurs doutes quant à la valeur du consentement de leur partenaire. Mais c'est relativement peu fréquent et ça concerne des étudiants qui ont des caractéristiques sociales et des parcours biographiques très particuliers. Je vais donc centrer mon analyse sur les étudiantes et laisser de côté le cas des étudiants et de la version masculine de la question du consentement, parce que je n'ai malheureusement pas le temps de tout développer dans le cadre de cette communication. Mais on pourra bien sûr en reparler à la fin si ça vous intéresse. Donc, je récapitule un peu pour que vous ne vous perdiez pas. On arrive à la conclusion suivante. Dans un contexte de politisation des questions sexuelles et d'omniprésence des discours sur le consentement dans l'espace public, ce sont essentiellement les étudiantes qui font usage du consentement comme grille de lecture et qui s'en servent pour relire a posteriori leur expérience afin de décider si elles ont été forcées, si elles ont cédé ou si la sexualité était le résultat d'un consentement libre et volontaire. Pour le dire autrement, les étudiantes sont donc amenées à s'interroger sur leur propre consentement. Maintenant, on peut donc se demander pourquoi. Comment cela se fait-il que les femmes soient amenées à se demander si elles ont cédé ou non lors de leur dernier rapport sexuel? Donc maintenant, je vais passer aux deux facteurs explicatifs. Donc si la question de leur propre consentement se pose pour de nombreuses étudiantes, c'est que la négociation sexuelle ne s'effectue pas toujours entre personnes dotées de ressources égales et que ces étudiantes sont moins bien armées pour savoir si elles ont participé à l'activité sexuelle avec enthousiasme ou si elles y ont cédé. Comme dans d'autres contextes, le pouvoir de négociation repose essentiellement sur la faculté à savoir soi-même et à faire savoir à l'autre ce qui est recherché, et semble donc dans ce cas précis dépendre de la capacité à identifier son désir et de la capacité à dire non.
Or, l'étude fait émerger une distribution asymétrique et genrée de ces deux compétences. Alors, je passe d'abord au premier facteur parmi ces deux facteurs explicatifs. Donc, ressentir du désir et identifier le fait de ressentir du désir constituent des ressources clés puisque cela permet de fournir un repère simple pour décider de ce que l'on veut. Cela permet donc de conditionner l'accès à la sexualité au surgissement du désir. Or, dans le contexte de la popularisation des idées psychanalytiques qui associent le désir à une expression de la vraie personnalité, ce critère est d'autant plus efficace. Si la participation à l'activité sexuelle découle du surgissement du désir, elle est considérée comme le produit d'un choix libre et autonome. Au contraire, l'impossibilité de ressentir du désir s'avère handicapant, car elle complexifie le processus de décision. Ne pouvant reposer uniquement sur la manifestation de symptômes physiques et psychiques individuels, le processus de décision prend en compte un ensemble de facteurs qui combinent alors à la fois des facteurs d'ordre interpersonnel, comme faire plaisir au partenaire, éviter une dispute, etc., et des facteurs d'ordre culturel, accepter ou refuser l'accès à la sexualité car il s'agit d'une attente sociale. Or, les entretiens suggèrent que la capacité à ressentir du désir et à identifier sa présence est maîtrisée avec plus de facilité par les hommes que par les femmes. Et on peut identifier 5 facteurs explicatifs principaux pour rendre compte de cette inégalité, même s'il il en existe d'autres, mais je n'ai pas vraiment le temps de tout détailler. Et en plus, ce serait assez compliqué à suivre. Donc j'espère que là, ce sera suffisamment clair. Je vais essayer de les lister un à un en reprenant à chaque fois comment ça participe à ma démonstration. Alors, premièrement, un ensemble d'éléments contribue à délégitimer le désir aux yeux des étudiantes et à le légitimer auprès des étudiants. C'est par exemple le cas des représentations qui circulent dans la littérature de jeunesse et auxquelles ont été exposés les enquêtés au cours de leur enfance ou de leur adolescence. C'est en tout cas dans ce sens que vont les propos de Laura, une étudiante de 22 ans issue des classes populaires. Je me disais, ok, les bad boys, c'est mon truc. C'est plutôt ça le genre de gars qui correspond à ce que j'aime. Et puis avec mes lectures, le bad boy qui veut que du sexe et qui séduit la gentille fille, c'était mon seul modèle. Tu sais, le mec vraiment macho, très viriliste. En gros, tout pour ma pomme et je te baise. Ce que veut la fille, ça n'existe pas. Comme c'est le cas pour les livres lus par Laura, les romans mettent souvent en scène une répartition genrée de l'affectivité et de la sexualité. Les filles livrent leur corps en échange d'amour et de tendresse, tandis que les garçons abandonnent de manière inédite leur cœur après avoir multiplié les conquêtes exclusivement sexuelles. En montrant aux individus comment ils et elles doivent se comporter et ce qu'ils et elles doivent ressentir, les livres fonctionnent ainsi comme des modèles. L'identification au personnage conduit alors les lectrices et les lecteurs à acquérir une vision du désir plus ou moins légitime, naturelle et pour soi pour les uns, timide et relationnelle pour les autres. Or, il est plus aisé de ressentir du désir et d'identifier sa présence si on se sent légitime pour en faire l'expérience. Donc ça, c'était le premier facteur qui explique la plus grande capacité des hommes à ressentir et à identifier leurs désirs par rapport aux femmes. Maintenant, je passe au deuxième facteur explicatif. Si les représentations jouent un rôle indéniable dans la légitimation du désir, favorisant ou contrariant son imprégnation, la maîtrise du désir s'ancre aussi sur des bases pratiques et matérielles. Femmes et hommes ne sont pas dans les mêmes conditions pratiques d'apprentissage de ces techniques corporelles et psychiques. Alors que certaines activités, telles que les discussions entre pairs sur la sexualité, la masturbation ou le visionnage de pornographie, jouent un rôle central dans la transmission des savoir-faire du désir et permettent le couplage entre excitation physique et imaginaire sexuel, celles-ci sont inégalement investies par les filles et par les garçons. L'extrait issu de l'entretien avec Ophélie, une étudiante âgée de 24 ans et issue des classes populaires, montre bien que c'est l'absence d'expérience et de connaissances en la matière qui l'empêche au cours de sa jeunesse d'identifier la manifestation de son désir. Alors pour t'expliquer, je regardais un film et dans le film, il y avait une scène de sexe. Et j'ai commencé à avoir super chaud et à avoir des sortes de fourmillements au niveau de l'entrejambe. Mais moi, je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. C'était vraiment malaisant pour moi, comme si j'avais de la fièvre, une espèce de bourdonnement dans la tête.
C'est parce qu'Ophélie n'a pas connaissance des significations sociales de ce qu'elle est en train d'éprouver et qu'elle ne sait pas quelles sont les manifestations corporelles du désir qu'elle est déstabilisée par cette expérience. Ce témoignage contraste avec celui de Jean, un étudiant de 23 ans issu des classes supérieures, qui montre comment la pratique régulière de la masturbation et l'exposition fréquente à la pornographie contribuent à faire du désir une activité routinière et facilitent son apprentissage. Et après, j'ai essayé à peu près en même temps parce qu'un pote m'avait dit mec, masturbation. Et au début, c'est bizarre, c'est inconnu, tu sais pas trop quoi en penser. Puis après, rien que le mot finit par te faire bander. La confrontation entre ces deux extraits d'entretien laisse donc penser qu'alors que les hommes apprennent à faire l'expérience corporelle et psychique du désir et qu'ils apprennent à en reconnaître les signes, les femmes ne bénéficient pas d'un même apprentissage. Le troisième élément qui joue un rôle dans la plus ou moins grande aisance à identifier son désir en situation est lié aux représentations sociales qui fournissent la possibilité pour les hommes de s'appuyer sur une preuve physique, la présence ou au contraire l'absence d'érection, tandis qu'elle n'offre aucun repère similaire aux femmes. En effet, nombreux sont les étudiants qui ont invoqué cette manifestation corporelle visible pour balayer la question de leur désir lorsque je les interrogeais. L'entretien avec Léo, un étudiant de 23 ans issu des classes moyennes, en est une illustration parmi d'autres. Chez nous, les hommes, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. À ce moment-là, il rit. Moi, je m'y fie beaucoup. Je me dis, si ça se lève, c'est que j'ai envie, basta. La mise en équivalence de l'érection, du désir et de l'envie permet aux hommes de savoir immédiatement ce qu'ils veulent sans avoir à engager une longue réflexion impliquant introspection et réflexivité. Cette association systématique rend alors non pertinente la question de leur propre consentement. Donc là, pour l'instant, on a vu 3 facteurs qui interviennent dans l'inégale capacité à identifier son propre désir en situation. Je passe maintenant au 4e, qui est lié au rapport esthétique que les femmes entretiennent avec leur corps. Le travail de l'apparence constitue en effet une obligation sociale genrée. Les jeunes femmes sont enjointes à œuvrer pour embellir leur corps. Or, la détention de telles dispositions corporelles se révèle particulièrement contraignante dans les contextes sexuels. Parce que les corps féminins doivent obéir à de nombreuses règles esthétiques pour susciter le désir, les étudiantes accomplissent un long travail de préparation de leur corps et vérifient en amont des rapports sexuels qu'elles remplissent les critères requis pour être suffisamment, je cite, sexy. Donc là, je cite à nouveau checklist de Laura, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt, exemplifie cette dynamique. Et donc moi, j'étais pourquoi pas. Mais le truc, c'est que tu vas me dire, mais comment c'est possible? Mais j'y avais pas du tout pensé, j'avais pas du tout prévu le truc. Et du coup, je m'étais pas préparée. D'habitude, je me mépile tout. Je mets des sous-vêtements assortis, un peu sexy, un string au moins. Enfin, je me prépare, quoi. Et là, rien du tout. Donc, pas faisable, quoi. Avant d'accepter de sexualiser l'interaction, Laura procède à une série de vérifications afin d'évaluer ce qu'elle appelle la faisabilité de la sexualité. Or, cet ensemble de vérifications implique que les femmes consacrent, au cours des négociations sexuelles, une part de leur attention à la question de leur apparence afin de s'assurer qu'elles respectent les normes de beauté. Or, ces opérations psychiques réduisent l'espace mental disponible pour ressentir et pour identifier leurs désirs. Enfin, l'enquête montre que la maîtrise de cette compétence, donc le fait de ressentir et d'identifier son désir, s'affaiblit encore davantage au sein du couple, car de nouvelles responsabilités endossées par les femmes ont tendance à détourner les étudiantes de la composante désirante de la sexualité. En particulier, les femmes sont chargées de construire et d'entretenir le lien conjugal. Il est donc attendu d'elles qu'elles évitent que l'amour ne s'essouffle, que la complicité ne se fissure ou que la sexualité ne s'use. Autrement dit, il leur revient de veiller à un équilibre entre désir et amitié. Mais ce nouveau rôle conduit à complexifier l'identification du désir en situation, car il ajoute un nouveau critère pour décider de l'accès ou non à la sexualité, celui du bien-être conjugal. Ces 5 mécanismes, mais il en existe également d'autres dont je n'ai pas le temps de parler ici, rendent donc plus difficile pour les femmes l'expérience du désir et son identification, et les amènent donc à ne pas toujours savoir exactement ce qu'elles veulent. Or, ces hésitations contribuent à expliquer pourquoi les femmes sont amenées à se demander a posteriori si elles ont cédé ou non lors de leur dernier rapport sexuel. Donc, je passe maintenant au deuxième facteur explicatif qui est donc l'inégale capacité à dire non.
Donc, cependant, malgré ce que je viens de décrire concernant le désir, les étudiantes ne sont pas toutes concernées par ces 5 mécanismes. Certaines, au contraire, maîtrisent les techniques du désir et savent parfaitement ce qu'elles veulent. Pourtant, à la différence des hommes, la question du consentement se pose tout de même pour nombreuses d'entre elles. Elle découle alors des difficultés rencontrées lorsqu'elles souhaitent décliner les propositions sexuelles de leur partenaire et dire non. Or, il apparaît que cette tâche est plus complexe pour les femmes que pour les hommes. Je propose ici de mettre en avant 3 déterminants de cette inégalité. D'abord, les femmes ont plus de mal à exprimer leur volonté car elles ont moins intensivement été socialisées à l'affirmation de soi au cours de leur enfance. Ce constat rejoint des résultats qui ont déjà été mis en avant dans la littérature. Des études montrent par exemple comment la dimension genrée des univers de jeu favorise l'affirmation de soi masculine, tandis qu'ils ont tendance à susciter l'expression de soi féminine. D'autres travaux insistent sur l'inégale valorisation de la volonté enfantine. Alors qu'elle est envisagée comme la preuve d'une force de caractère chez les garçons, elle est perçue comme un caprice chez les filles. Donc, moins habituées à verbaliser leurs souhaits, les étudiantes sont donc freinées lorsqu'elles veulent dire non. Mais il est d'autant plus difficile pour elles de s'opposer à leur partenaire qu'elles ont également peur de leur réaction. L'enquête révèle qu'elles redoutent souvent de déclencher chez eux une colère irrépressible qui déboucherait sur une forme de violence. Cette anticipation de violence peut s'ancrer sur le souvenir d'expériences antérieures, mais souvent, elle n'est fondée sur aucun élément objectivable. Elle procède plutôt d'une peur vague et abstraite. 2 mythes antagonistes jouent un rôle fondamental dans la fabrique de cette crainte. Le mythe de la fragilité féminine d'une part, qui décrit les femmes comme des êtres naturellement faibles, et le mythe de la force masculine, qui campe les hommes comme des individus forts par essence, à la fois physiquement et psychologiquement d'autre part. Confortés par des justifications scientifiques qui inscrivent la répartition des rôles dans la nature, ces récits s'avèrent particulièrement structurants dans la définition du masculin et du féminin. Or, ces représentations constituent une toile de fond influençant les manières de percevoir et d'agir des étudiantes, qui envisagent alors rarement leur corps comme un instrument d'action. Le poids de ces représentations est particulièrement vif dans le cas de situations sexuelles, puisqu'en cassant la trame de la rencontre, elles entravent la satisfaction des pulsions sexuelles masculines, jugées irrépressibles. Une interruption du scénario d'accès à la sexualité est alors toujours potentiellement dangereuse, car l'occurrence de violences sexuelles est un horizon contingent. C'est ce que suggère la réponse d'Élodie, une étudiante de 20 ans issue des classes populaires. Quand tu tombes sur un mec qui est à peu près compréhensif, ça va, mais sinon c'est chaud, hein. Ça dépend de si la personne, elle est réceptive ou pas. Tout dépend de l'interlocuteur que tu as en face. Donc je trouve ça vachement compliqué de dire non, dans le sens où la personne en face, elle peut réagir différemment. Elle peut s'énerver, elle peut ne pas t'écouter, elle peut être prise dans son envie. Donc il faut savoir aussi prendre en compte la manière dont l'interlocuteur réagit pour pas se mettre en danger. Moi, je privilégie toujours le côté est-ce que c'est safe ou pas? Et si c'est pas safe, je laisse tomber. Comme il le dit, les étudiantes prennent souvent une série de précautions avant de décliner une proposition sexuelle afin d'éviter de prendre des risques et donc d'éviter de subir des violences. Cette prudence inhibe donc encore davantage la propension à dire non. Enfin, les difficultés rencontrées par les femmes pour dire non s'intensifient encore davantage dans le cadre conjugal, car des enjeux inédits viennent se greffer et complexifier le refus. En particulier, les entretiens mettent en avant l'impression féminine de ce qu'on appelle une dette de sexe, qui dérive de représentations fortement ancrées, qui mettent en scène des filles en quête de relations, à la recherche d'affectivité et de tendresse, et des garçons avides de sexe, peu intéressés par la conjugalité. La circulation de telles images amoindrit la propension des enquêtés à dire non, car elle fait de leur sexualité une forme de contrepartie compensant les efforts de leur partenaire. C'est ce dont témoigne Manon, une étudiante de 19 ans issue des classes moyennes. C'est aussi une question de compromis. Est-ce que je vais dire non à chaque fois? Je demande souvent à mon copain de m'accompagner à mes compétitions de danse. S'il me dit tout le temps non, je vais finir par être frustrée. Moi, la fellation, c'est un compromis que j'ai voulu faire parce que pour lui, c'est important. Et pour moi, c'était important de lui permettre d'avoir ça parce qu'il prend vraiment soin de moi. Il est hyper intentionné, très doux. Donc, il faut bien que ça marche dans les deux sens. Sinon, il va se lasser. Les propos de Manon sont clairs. Si elle accepte, c'est qu'elle ne peut pas refuser tout le temps. L'enjeu consiste en fait à trouver un équilibre,
avec l'idée implicite qu'autrement, elles risquent de se faire quitter. Il apparaît donc que les difficultés rencontrées pour décliner des propositions sexuelles sont également accrues par la peur que les étudiantes ont de la rupture. Donc, où est-ce que ça nous amène tout ça dans notre réflexion? On a vu dans la première partie que dans un contexte de politisation des questions sexuelles et d'omniprésence des discours sur le consentement dans l'espace public, les étudiantes sont amenées à s'interroger sur leur propre consentement. Dans cette seconde partie, on vient d'apporter quelques éléments permettant d'éclairer ce phénomène. On a notamment montré que du fait de l'inégale socialisation entre les femmes et les hommes et du fait d'un ensemble de représentations encore fortement genrées, les femmes savent avec moins de certitude ce qu'elles veulent et peinent davantage à dire non lorsqu'elles ne souhaitent pas s'engager dans une activité sexuelle. La réflexion pourrait s'arrêter là. Les femmes se posent la question, on sait pourquoi, point. Pourtant, les enjeux soulevés par la question du consentement invitent à dépasser ce simple constat. Il semblerait en effet que celle-ci ne se limite pas à une réflexion rétrospective, mais intervienne également en amont des expériences. Pourquoi et de quoi s'agit-il exactement? Avec la généralisation des discours autour de la libération sexuelle et la diffusion des modèles de femmes autonomes responsables de leur propre choix, la sexualité est perçue par les étudiantes comme une manière de s'émanciper et de se réaliser. Donc, dans ce contexte, je vais étudier les effets de, ce que je viens de constater et d'expliquer les facteurs. Donc, je reprends. Donc, dans ce contexte, l'injonction à l'épanouissement sexuel et au plaisir est forte et l'accès à la sexualité semble être moins sévèrement encadré que par le passé. Cependant, ce relâchement des contrôles est tout à fait relatif. L'accès à la sexualité est jugé légitime à condition qu'il soit voulu et désiré. Autrement, les coûts sont très élevés. En effet, il ressort des entretiens qu'après avoir eu le sentiment de céder, les étudiantes assènent très souvent le verdict « je ne me suis pas respectée ». Ce jugement émane d'un contrôle interne et fonctionne comme une sentence. Ce sont les étudiantes elles-mêmes qui se reprochent leur comportement en le comparant au modèle d'accomplissement de soi diffusé par les nouvelles sources normatives. L'entretien de Mathilde, une étudiante de 23 ans issue des classes populaires, est assez révélateur de ce qui se joue. Entre guillemets, bon, c'est une image, mais c'est un peu creuser sa propre tombe petit à petit. On fait quelque chose contre ce qu'on veut, qui n'est pas dans notre intérêt, qui n'est pas dans notre intérêt sur le moment. Et donc, c'est se renier une partie de soi-même. Là, je coupe parce que la citation est un peu longue. Mais en fait, c'est dangereux parce que c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est prendre sur soi, c'est pas bien, c'est pas se reconnaître dans ce qu'on veut et dans ce qu'on est en quelque sorte. Pour Mathilde, céder revient donc à se renier, c'est-à-dire à ne pas prendre en compte son individualité, et s'apparente donc à une marque de faiblesse. Ainsi, pour les étudiantes, céder, ce n'est pas seulement participer à une activité sexuelle contre son gré, mais ça signifie également porter atteinte à sa respectabilité. Donc, compte tenu de cette mise en péril de leur respectabilité, les femmes cherchent à éviter de se retrouver dans une situation où elles seraient susceptibles de devoir céder. Cet impératif les conduit alors à s'assurer de leur état d'esprit du moment avant de s'engager dans une relation sexuelle et fait de la question du consentement un enjeu central, voire un véritable dilemme. C'est en tout cas ce qui se dégage des entretiens, puisqu'ils révèlent que les étudiantes procèdent souvent à une évaluation minutieuse de leurs désirs et de leur volonté tout au long du rapprochement sexuel, afin de s'assurer de l'authenticité de leur enthousiasme. Si cette dynamique est plus marquée lorsqu'elles sont avec de nouveaux partenaires, elle s'observe aussi avec des compagnons réguliers. Dans les deux cas, les étudiantes scrutent avec attention leurs sensations corporelles et passent au peigne fin leurs pensées afin d'obtenir des preuves tangibles de leurs désirs. Lorsqu'elles estiment les indices insuffisants, elles tentent de casser la trame sexuelle. Le témoignage d'Amel, une étudiante de 20 ans issue des classes moyennes, illustre bien les hésitations qui les animent en mettant en relief la complexité de leurs mouvements psychiques. C'était à Lisbonne et le gars me dit « Viens, on va chez toi ». Mais je partageais ma chambre, donc ce n'était pas vraiment possible. En même temps, c'est clair que j'avais vraiment envie de coucher avec lui. Et je ne sais pas trop, sur le coup, je me suis dit « J'envoie un message à la personne avec qui je partage ma chambre et je dis « T'es dans la chambre ?» Elle me répond « Non ». Donc on y va. Et là, en ouvrant la porte de la chambre, je me dis « Non, mais t'as pas envie, t'as pas envie ». Pensant d'abord avoir vraiment envie, Amel entreprend des démarches pour rendre l'accès à la sexualité logistiquement possible. Mais au fil de l'interaction, tandis qu'elle continue à s'auto-analyser, elle arrive à la conclusion que son envie n'est pas véritable. Pour négocier l'accès à la sexualité, les femmes sont donc munies de ce qu'on pourrait appeler un thermomètre de l'envie.
qui est autant contextuel que prospectif. Ainsi, de la même façon que la peur du stigmate de la pute contraint les comportements sexuels des femmes et contribue même peut-être à façonner leurs préférences, il apparaît que le consentement donne lieu à une charge mentale féminine et circonscrit le réservoir d'attitudes dans lequel les étudiantes peuvent puiser. Donc, dans cette présentation, j'ai essayé de vous montrer que la question du consentement ne se pose pas dans les mêmes termes pour les femmes et pour les hommes. J'ai ensuite tenté de dégager certains mécanismes expliquant pourquoi les premières en viennent à s'interroger sur leur propre consentement, tandis que les seconds ne sont pas concernés par ce questionnement. Enfin, j'ai fini par souligner quelques effets, à la fois subjectifs et pratiques, produits par celui-ci. La communication s'intitulait Le poids du consentement dans les relations hétérosexuelles étudiantes. Et c'est bien d'un double poids dont il s'agit ici. Un poids au sens d'importance, d'une part. La question du consentement occupe désormais une place centrale dans les relations hétérosexuelles, puisque les partenaires se la posent de plus en plus souvent. Un poids au sens de charge, d'autre part. La question du consentement pèse de manière croissante sur les femmes, puisqu'elle les conduit à s'auto-évaluer et à se réprimander, ainsi qu'à ajuster leur conduite. Aussi, on peut se demander si la promotion du consentement, qui visait au départ à réguler la sexualité masculine en véhiculant des modèles de conduite masculins respectueux de leurs partenaires et à l'écoute de leurs désirs, n'est pas également devenue un mode de contrôle de la sexualité des femmes, en les incitant à se sonder avant de participer à une activité sexuelle. Je propose donc de finir sur cette question un peu ouverte. La politisation du consentement revient-elle à réguler la sexualité masculine ou bien à contrôler la sexualité féminine, même si ce n'est pas forcément exclusif. Voilà, j'ai fini, j'espère que c'était clair et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette intervention. Très intéressante, beaucoup d'éléments, mais vraiment qui nous amènent à nous poser beaucoup de questions. On va regarder dans le chat si certaines questions ont été posées. Alors, apparemment, il n'y a pas eu énormément de questions. Cependant, j'en ai une qui pourra sans doute intéresser tout le monde. Dans votre présentation, vous avez parlé du poids du consentement pour les hommes, en disant que vous ne souhaitez pas vraiment l'aborder dans cette intervention car trop courte. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur ce côté plutôt masculin, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, ce que j'entendais par là, c'est, je ne sais pas si on pourrait appeler ça le poids du consentement, parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça répond exactement au même mécanisme que ce que je viens de décrire pour les femmes. Mais en fait, là, je pensais plutôt aux étudiants donc, qui sont de cette classe d'âge, donc âgés plutôt plus jeunes, autour de 18-20 ans, et qui sont donc entrés dans l'enseignement supérieur au moment de MeToo ou tout juste après, et qui ont donc été confrontés à à tous ces mouvements féministes, ces mobilisations étudiantes, etc. Et qui donc ont été confrontés à la question du consentement assez tôt, surtout assez tôt dans leur biographie sexuelle, et qui du coup ont développé une forme de réflexivité par rapport à leurs propres pratiques. Mais sauf que c'est pas comme les femmes dirigées vers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne se demandent pas avant de participer à une activité sexuelle, oh, est-ce que j'ai vraiment envie ou pas? Mais c'est plutôt, oh, est-ce que ma partenaire a vraiment envie? Et est-ce qu'elle est vraiment dans enfin, est-ce qu'elle le désire ou est-ce qu'elle me dit oui pour me faire plaisir ou pour X ou Y autre raison? Et donc ça concerne des étudiants, mais contrairement à ce que j'ai pu observer pour les femmes, où c'est un phénomène qui est quand même plus ou moins répandu, pour les hommes, ça concerne vraiment certains types d'étudiants qui sont donc, comme je vous disais, c'est plutôt une question d'âge au moment de leur entrée dans la sexualité. Mais aussi, pour que ça active un peu ces mécanismes de réflexivité, généralement, ces étudiants sont dans des situations spécifiques. Donc, par exemple, ils sont sensibilisés à d'autres mouvements sociaux. Du coup, ils sont particulièrement sensibles aux questions féministes. Enfin, il faut quand même qu'il y ait quand même un certain nombre de conditions pour que, effectivement, ils soient amenés à mener un regard réflexif sur leurs pratiques, ce qui est les conditions sont plus restrictives que pour les femmes, puisque eux, ils sont plutôt dans une position, ce qu'on pourrait dire, dominante. Du coup, c'est moins
oui, c'est moins systématique. Je ne sais pas si ça répond. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais du coup, ça risque de prendre beaucoup de temps. Non, tout à fait, très bien. Ce sont des réponses bien expliquées et bien documentées. On a reçu une autre question qui montre que le consentement est certes un poids. Cependant, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de s'en passer? Alors, la question, c'est le consentement. Oui, alors en fait, quand je dis que le consentement est un poids, c'est vraiment le consentement en tant que discours et c'est pas le enfin, en fait, il faut vraiment distinguer le consentement, défini comme accord et du coup, ma présentation ne vise pas du tout à dire: «Oui, c'est bon, on s'en fiche de l'accord, on peut accéder à la sexualité sans accord et parce que sinon c'est un poids». C'est pas du tout ça que je veux dire. En fait, là, c'était vraiment prendre le consentement comme le discours qu'il y a autour du consentement et de voir l'effet que ce discours a, sur les femmes, en dehors du fait que ça peut effectivement, les protéger, de violences sexuelles, d'insistance de la part de leur partenaire, surtout si, les étudiants, se posent la question du consentement de leur partenaire. Mais ce qui est quand même pas encore, complètement, le cas pour, tout le monde. Effectivement. Une autre question est arrivée. Durant votre introduction, vous avez parlé et aussi ajouté ce détail dans vos témoignages des classes sociales. Donc, est-ce que vous avez aussi analysé les entretiens que vous avez réalisés au prisme des classes sociales? Et si oui, qu'en est-il ressorti? Alors, oui, c'est un point, assez important et puis, assez intéressant. Alors, en fait, ça dépend, à quel niveau on se place, quand on analyse le consentement. C'est-à-dire que l'effet des classes sociales, il peut avoir un effet au niveau du consentement un peu comme discours et comme norme, ou il peut avoir un effet, plutôt sur les pratiques. Alors au niveau, en ce qui concerne, les normes, en fait, ce qui est ass en fait, la norme du consentement, ça sert aussi comme, une manière de distinguer des classes sociales. C'est-à-dire qu'en gros, dans les idées un peu communes, les hommes des classes sup qui sont éduqués, donc là, je cite des enquêtés, en gros, eux, ça va, ils respectent le consentement, ils sont safe. Par contre, les hommes des classes populaires, voire même les hommes, des classes populaires qui sont en plus racisés, alors là, eux, c'est une catastrophe, ils ne respectent rien du tout et du coup, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, c'est pas la réalité, mais c'est ce qui est un peu c'est les idées qui circulent, dans l'espace social et du coup, le consentement, c'est un bon outil pour, surtout quand on a un homme pour se distinguer, dire: «Ah oui, moi, j'ai bien intégré, l'idée du consentement, moi je suis vraiment respectueux envers les femmes, je prends soin de mes partenaires». Alors que bon, il y a des hommes, toujours les autres, ceux qui viennent des classes populaires, dans les banlieues et cetera, eux, ils respectent rien du tout. Donc ça, c'est une première manière, d'analyser le consentement au prisme des classes sociales, même si c'est pas, du coup, ça ne reflète pas des pratiques, mais c'est plutôt comment reproduire des rapports sociaux, à l'aide du consentement. Et après, pour ce qui est, plus des pratiques, en fait, ça peut intervenir à beaucoup de niveaux différents. Mais par exemple, pour les femmes, les classes sociales peuvent intervenir à plusieurs niveaux. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le rapport, au corps et du coup, le rapport au corps, c'est pas forcément le même dans les classes supérieures que dans les classes plus populaires. Dans les classes supérieures, il y a beaucoup d'intellectualisation, alors que dans les classes populaires, moins. Mais on n'a pas accès au même type de produits culturels, donc ça peut avoir des effets différents. Bon, il y aurait plein de trucs à dire, mais du coup, voilà, peut-être pour faire bref. Il n'y a pas de souci, il y a encore du temps, mais très, 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 très intéressant. Justement, en parlant de ces classes sociales et des hommes, est-ce que vous auriez des idées ou des pistes de réflexion pour faire en sorte que le consentement soit accepté par un plus grand nombre de classes sociales et davantage par les hommes? Alors, en fait, je suis pas alors pour l'instant, je suis pas sûre du tout, que, que l'acceptation du consentement varie dans les classes sociales pour les hommes. Je suis pas sûre du tout que les hommes des classes populaires, intègrent moins l'idée du consentement. Peut-être qu'ils sont moins exposés au discours, mais encore que moi, dans mes entretiens, tout le monde respectait vraiment, que dans les discours, ce qui revenait, j'ai aucun enquêté qui me disait frontalement: «Moi, le consentement, non, je trouve c'est nul». Tout le monde, justement, tout le monde se targue de ça ne provoque
assez peu, fréquemment, une forme de réflexivité sur ses propres pratiques et du coup, c'est là où, et là, je dirais même que c'est pour énormément d'hommes, et c'est encore là, c'était centré sur les étudiants et c'est enfin, en thèse, je poursuis avec d'autres classes d'âge et quand même chez les étudiants, c'est là où il y a le plus de réflexivité. Mais en fait, ce qui manque, c'est vraiment, des déclencheurs de réflexivité et de pas toujours, dire que ceux qui respectent pas le consentement, c'est très important, c'est un super projet, mais ceux qui respectent pas le consentement, c'est les autres et du coup, moi, ça me concerne pas du tout. Évidemment, je défends le consentement, mais bon, moi, de toute façon, je respecte mes partenaires et du coup, là, pour l'instant, dans les entretiens, ce qui permettait de déclencher la réflexivité, c'est des expériences de vie qui peuvent être assez diverses. Soit rencontrer une partenaire qui a elle-même déjà subi des violences et du coup d'être particulièrement sensibilisée à la question, soit d'avoir été très tôt sensibilisée aux questions féministes ou d'avoir eu un peu une rupture biographique invitant qui a fait qu'on a été confronté aux questions et que du coup, on relit sa biographie à l'aune de ces questions-là. Et du coup, je sais pas, j'ai pas de piste très opérationnelle parce que du coup, en recherche, on fait pas trop ça. Du coup, je sais pas, mais voilà, mais ce que j'ai pu tirer des entretiens que j'ai faits. D'accord, très bien. En espérant que la suite de vos entretiens vous permette d'avoir un peu plus de réflexion à creuser. On a eu une autre question du chat. À travers le prisme des questions, des pressions sociétales accordées aux hommes, est-ce qu'on peut considérer que le mythe viriliste de la puissance puisse amoindrir le consentement masculin? Je sais pas si j'ai compris le sens de la question. Est-ce que le mythe viriliste de la puissance masculine, ça amoindrit le consentement? Mais dans le sens de respect du consentement de la partenaire ou le fait que les hommes ne se posent pas eux-mêmes la question de leur propre consentement? À travers la pression sociétale accordée aux hommes concernant ce consentement. Ah, en fait, la question c'est, OK, moi ce que je comprends de la question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a une certaine pression sociale, que les hommes ne se posent pas eux-mêmes leur propre question de leur propre consentement et qu'en gros, il y a pas de consentement masculin, que la question du consentement masculin ne se pose pas? Oui, oui, certainement, évidemment qu'il y a, tout le rôle de tous ces mythes, le fait que, les hommes ont toujours envie, qu'en plus, et bah, du coup, il y a la preuve physique de l'érection est beaucoup utilisée et mobilisée pour dire, bah, du coup, évidemment, enfin, soit il y a consentement, soit il y a pas, mais c'est assez évident, ça concorde et cetera. Mais après, en fait, le fait que la question du consentement se pose moins pour les hommes, c'est aussi tout le produit, historique, de la séduction hétérosexuelle, qui en fait que les hommes, c'est toujours eux qui prennent l'initiative et les raisons qui expliquent, que ce sont les hommes qui prennent l'initiative, il pourrait y en avoir plusieurs. À la fois, il y a toutes, des types enfin ça, c'est dans les représentations, toutes les représentations un peu biologisantes, qui disent que, bah, c'est soit hormonal, soit c'est, somatique. Du coup, il y a un peu ces types d'explications-là et puis après, il y a aussi les explications, qui seraient plus en termes genrés où les hommes ont des dispositions qui les amènent à prendre, plus facilement, à demander plus facilement, à poser des questions, à exprimer leurs désirs que les femmes ont moins et du coup, le fait qu'il y ait tous ces facteurs, qui placent les hommes dans la position d'initiateur, bah, ça contribue forcément à quand on prend l'initiative, on ne répond pas au consentement. Du coup, c'est nous qui le demandons et du coup, ça contribue à ne pas se poser la question de son propre consentement. Mais après aussi, sur un autre niveau de réponse, le fait de, en fait, il faut aussi réfléchir à ce que ça voudrait dire que les hommes, se posent la question de leur propre consentement et c'est pas forcément le fait de ne pas se poser la question, c'est aussi, assez pratique parce que du coup, on n'a pas tous ces enjeux de se dire: «Oh là là, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie?» Si on se pose jamais la question, bah, on vit, la sexualité de manière plus sereine. Du coup, c'est assez intéressant, mais du coup, le fait de c'est comme si c'était un objectif un peu qu'on se pose la question du consentement masculin, alors que je ne sais pas si ça l'est forcément. Enfin, en tout cas, c'est une question, quoi, je trouve. D'accord, très bien. Une question un peu plus simple. Est-ce que au sein des entretiens réalisés, vous avez trouvé une différence de définition du consentement donné entre les hommes et les femmes?
Heu, Pas vraiment, dans le sens où en fait, donc du coup, mes entretiens, pendant et puis ça dépend, consentement, la définition que les enquêtés donnent explicitement ou, comment ça apparaît dans les pratiques et là, c'est très différent. Donc dans les pratiques, je dirais oui, c'est très différent, mais quand on demande explicitement, aux gens, en fait, ça te fait penser à quoi consentement? Le problème, c'est qu'en fait, les réponses sont pas très contrastées. En gros, tout le monde répond la même chose. Le consentement, c'est la clé de la sexualité, c'est hyper important, c'est la base de tout. Et ça, c'est assez unanime. Parce que le problème, c'est qu'autour de ce sujet, il y a une telle pression normative que du coup, comme question, finalement, c'est pas la meilleure manière d'avoir des réponses intéressantes. Mais du coup, là, pour la thèse, j'essaye de, à la place, enfin, ou plutôt en plus des entretiens, de regarder d'autres espèces d'énonciations et du coup, notamment sur Internet, enfin, dans plein de forums, de réactions, etc. Et là, les discours sont peut-être, il y a peut-être moins de pression normative que face à une enquêtrice qui est jeune et qu'on suppose féministe vu l'objet d'études. Enfin, même si je dis pas que je travaille sur le consentement, le fait de travailler sur le genre et la sexualité, c'est déjà hyper, enfin, ça donne déjà beaucoup d'informations. Et du coup, dans ces espaces-là, les réactions sont plus contrastées. Et là, évidemment, il y a des grandes différences entre les femmes et les hommes, mais aussi il y a des grandes différences entre générations. Et finalement, il y a, enfin oui, entre générations. Du coup, parmi les étudiantes, je dirais qu'il y a quand même plutôt une certaine unanimité. Alors qu'après, quand on regarde dans des femmes, par exemple, de 40, 50, 60 ans, parfois, non, les discours sont très proches d'hommes, de ce qu'on pourrait attribuer à des hommes. D'accord, d'accord. Mais c'est très intéressant de voir la différence entre le discours qui va être directement produit à la suite d'une question, d'une demande de définition et ce que vous avez pu relever à travers les entretiens et les paroles et les témoignages. Une autre question par rapport à la domination. Est-ce que le fait que les hommes soient déjà en position de domination, donc en dehors de la domination sexiste, par exemple un homme en situation de pouvoir professionnel, est-ce que ça va avoir tendance, est-ce que les hommes vont avoir tendance à exercer cette domination sexiste? C'est-à-dire, quand les hommes sont déjà en position de domination, notamment professionnelle, est-ce qu'ils vont encore avoir tendance à exercer cette domination sexiste? En fait, même si c'est pas enfin, je sais pas du coup si les hommes, de manière consciente, se disent: «Ah, là, je vais profiter de mon pouvoir, c'est cool». Mais en fait, par contre, en termes d'effet, même si c'est pas du tout, voulu et cetera, c'est sûr qu'en fait, en tant que enfin, pour les femmes et pour les étudiantes, en plus, le fait d'être jeune et cetera, dans la position de devoir dire non face à un homme qui est plus âgé, qui a du pouvoir par ailleurs, à la fois structurellement, mais du coup aussi de manière contextuelle parce qu'il y a un rapport hiérarchique ou d'autres raisons, ça place dans une situation où tous les mécanismes que j'ai essayé de vous présenter rapidement tout à l'heure, qui empêchent un peu, inhibent la capacité à dire non des femmes, bah là c'est sûr que ça l'amplifie encore davantage parce que voilà, enfin, on est impressionné. Du coup, je dirais que c'est plus, dans ce sens-là. Et par rapport à un autre homme, c'est-à-dire la même configuration, mais cette domination sexiste de cet homme-là à un autre homme par rapport à une position de pouvoir professionnel? Du coup, dans les relations gays, vous voulez dire? Oui. OK. Bah, alors là, en fait, c'est assez, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que ça marche exactement pareil, hein. Il y a des rapports de pouvoir dans les relations gays et dans les relations lesbiennes qui peuvent, du coup, qui découlent pas forcément du genre, encore que c'est possible. Parce que le genre, c'est pas juste, des catégories de sexe, ça peut être aussi juste, des performances de masculinité et de féminité qui sont plus ou moins, dans des rapports enfin, qui sont hiérarchisés et du coup, qui sont plus ou moins, situés dans des rapports de pouvoir, en position dominante ou dominée. Du coup, il y a les enjeux de genre, mais qui se posent différemment. Mais évidemment, enfin, tous ces enjeux contextuels ont aussi un effet. Il est plus difficile de dire non, etc. Après, en fait, dans mes entretiens, là, ça s'est pas trop posé dans mes entretiens avec des étudiants parce que j'ai pas eu de cas où j'avais un étudiant qui avait été avec un maître de stage ou un autre homme qui a été dans un rapport de pouvoir par ailleurs. Mais ce que je voulais dire, oui, ce que je voulais dire, c'est que la question du consentement, de toute manière, se pose quand même de manière très différente. Hem
et en fait, pas en termes de consentement vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a ces mécanismes de pouvoir, mais les gens ne le labellisent enfin, les hommes ne le labellisent pas forcément en termes de consentement, même pas forcément du tout, et surtout comme il n'y a pas cette charge mentale et tout cet enjeu qu'ont les femmes de «il faut s'émanciper» et «ouh là là, enfin, j'ai pas envie d'être une femme complètement soumise». Comme les hommes n'ont pas forcément, enfin, en tout cas, que ça se pose pas dans ces termes-là, parfois une même expérience peut être vécue différemment et du coup pas forcément créer cette injonction à relire l'expérience qui peut aussi contribuer à provoquer une forme de traumatisme. Voilà. D'accord, oui, effectivement. Et une dernière question avant de clôturer cette conférence. Est-ce qu'il est possible d'expliquer pourquoi les étudiants ont particulièrement peur de la rupture? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu trouver dans vos entretiens? Oui, alors le fait que les femmes aient plus peur de la rupture, je sais enfin, du coup, c'est difficile à quantifier. Je peux pas trop dire, si elles ont plus peur de la rupture que les hommes. Mais en tout cas, le fait qu'elles ont très peur de la rupture, c'est revenu, assez fréquemment. Là aussi, il y a plusieurs facteurs, qui peuvent l'expliquer. Il y a déjà le et puis à chaque fois, enfin, il y a ça joue à plusieurs niveaux. À la fois dans les représentations, le fait que les femmes soient toujours, dépendantes, qu'on les présente toujours dépendantes affectivement, à la recherche de tendresse, alors que les hommes seraient plus autonomes. Et ça joue de manière. Déjà, ça joue au niveau des représentations. Le fait d'avoir l'impression qu'on est moins autonome, ça a un effet. Et puis aussi, en fait, il peut y a- ça peut. Enfin, un point intéressant que je retrouvais dans mes entretiens, c'est que parfois la peur de la rupture, elle dépasse aussi simplement la peur d'être abandonnée d'un point de vue juste affectif vis-à-vis du partenaire. Mais ça peut aussi avoir, mais ce qui peut aussi se jouer, c'est par exemple, j'ai eu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais j'ai eu quelques enquêtés qui, en fait, quittaient leur propre cercle de sociabilité, donc là, sociabilité amicaux, et qui rejoignaient celui de leur partenaire. Et du coup, ça peut aussi, la rupture, ça veut pas uniquement dire, OK, on casse, donc du coup, je me retrouve seule sans partenaire, mais ça peut aussi engendrer, je me retrouve aussi coupée de mon cercle de sociabilité. Et du coup, ça a des répercussions qui sont aussi plus lourdes et qui prennent plus d'importance. Il y a plein d'autres éléments, mais du coup, je pense que ces deux éléments permettent de donner déjà quelques pistes d'explication. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, Rebecca. Euh, Vous pouvez retrouver Rebecca sur les réseaux sociaux, peut-être sur LinkedIn si vous souhaitez la contacter ou lui poser d'autres questions. Et un grand merci à vous pour cette conférence. Merci à vous.